a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Ingrid Baillot. Ingrid Baillot est sage-femme depuis 1981, détentrice du diplôme universitaire lactation humaine et allaitement. Elle a travaillé dans tous les domaines de la périnatalité. Elle enseigne sur le sujet depuis 1991. Elle est autrice des livres Le 4e trimestre de la grossesse et Parents futés, bébé ravi. C'est une des rares personnes qui très sincèrement m'impressionne. Elle a l'expérience, elle est experte, elle sait transmettre, elle est humble. Et surtout, elle apporte une vision d'ensemble de par tout ça, toute son expérience, que je trouve vraiment exceptionnelle. C'est donc avec beaucoup de plaisir que j'ai pu réaliser cette interview, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ingrid Baillot. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Je suis ravi de pouvoir faire cette interview avec vous. J'ai pu découvrir votre travail grâce à des connaissances qui sont très proches du sujet de l'allaitement, et j'ai pu aussi lire votre livre Le 4e trimestre de la grossesse, que j'ai trouvé exceptionnel, génial. Vraiment un livre que tous les parents devraient prendre le temps de lire. Il est accessible, il est très complet, documenté. Vous ne mâchez pas vos mots, ça fait franchement du bien à lire. Pour plein de parents, ça ferait beaucoup de bien à lire. Donc déjà, merci pour ce travail. Merci. Et j'ai quelques questions qui sont venues, notamment par rapport à la situation sur l'allaitement en France et tel qu'il peut être vécu. J'en ai parlé dans la partie 1. Aujourd'hui, l'allaitement, c'est quand même quelque chose qui est reconnu comme très positif, comme sûrement un des meilleurs moyens d'alimenter l'enfant. Mais avec tout ce positif qu'on peut en dire, comment ça se fait que l'humain, du moins l'humain occidental, en est arrivé à en faire une pratique qui est presque marginale ? Marginal ou qui paraît curieux, ou rien que le simple fait de dire que c'est le meilleur montre bien qu'il est sorti de la normalité. Parce que l'allaitement, il n'est pas meilleur, il est normal. C'est la norme. Hein, non, mais c'est toute une nuance de langage déjà, mais ça montre bien d'où est-ce qu'on le regarde. Hein. Pourquoi c'est devenu bon, c'est déjà un peu moins marginal maintenant qu'il y a 30 ans, hein, quand je pense à ce que j'ai entendu comme information sur l'allaitement quand moi j'ai eu mes enfants et quand j'étais étudiante sage-femme. On a quand même progressé, quoi. On a progressé, c'est sûr. Comment ça se fait alors vous répondre, c'est ouf. c'est vaste parce qu'il faut vraiment partir de très loin, je pense. Bon, de toute façon, s'il n'y avait pas eu d'allaitement, on ne serait pas là pour en parler. Déjà, première chose, c'est la norme biologique de l'espèce, c'est ce qui a permis à des bébés sapiens, qui naissent si matures et vulnérables, de s'adapter et de s'intégrer dans une communauté en ayant une figure d'attachement principale qui est sa mère et vers laquelle ils se retournaient de manière prioritaire. Par la suite, à partir de ce camp de base, il s'en va vers les autres. Donc déjà, dans une tribu humaine du pré-néolithique, donc je parle là avant l'agriculture et la sédentarité, une maman qui allaite n'est pas une maman isolée. Elle est dans son groupe, elle est dans sa tribu, et l'enfant qu'elle allaite va vers les autres petit à petit, quoi. Il y a un camp de base très, très sûr, mais il va vers les autres. Comment est-ce que je peux dire ça ? Par l'analyse anthropologique que j'ai beaucoup fouillé pour écrire mon livre, et par aussi toute la documentation qu'on a sur les peuples qui vivent encore comme ça maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec la sédentarité ? Quelque chose de très particulier. On va vivre dans des maisons au lieu de vivre dans la nature, ce qui veut dire que les bébés ne vont plus être portés. Alors, ne plus être porté va avoir des conséquences considérables, à la fois sur la façon de voir les enfants et sur la façon de voir la maternité. Parce que qui dit bébé déposé, dit bébé qui pleure beaucoup, donc devient un bébé gênant. Donc on va commencer à vouloir l'éduquer, parce qu'il gêne tout le monde. L'autre chose, c'est un bébé moins souvent allaité. Si les femmes portent moins leur bébé, elles l'allaitent moins souvent, elles vont redevenir enceintes plus tôt. Autre chose qui est en lien avec l'agriculture, c'est la consommation des hydrates de carbone qui va augmenter énormément. Donc les femmes vont être plus grasses, plus enveloppées, elles vont moins bouger, elles vont être moins musclées, donc elles vont devenir plus fragiles aussi. Pas tout de suite, hein, parce que quand même les rurales, ça travaille fort. Mais je vous donne les grandes lignes parce qu'on doit faire court. Et à partir de là, elles vont être fécondes plus tôt, beaucoup plus tôt dans leur vie, et elles vont avoir beaucoup plus d'enfants. Tout le monde parle de la révolution démographique du néolithique. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est la catastrophe démographique du néolithique, parce que le nombre d'enfants va augmenter énormément, mais ce qui va augmenter aussi énormément, c'est la mortalité avant 5 ans.
Pourquoi? Parce que la proximité et la promiscuité avec les animaux qui vont être domestiqués va créer des problèmes énormes d'élimination de ce que produisent des animaux quand ils sont parqués. Déjà pour des humains, éliminer des affaires d'humains, enfin si vous avez fait du camping, je ne vais pas vous faire de ça, mais vous voyez déjà ce que je veux dire. Donc là, vous avez commencé à avoir des troupeaux et ça va devenir vraiment catastrophique. Donc la natalité augmente, les femmes vont avoir un bébé aux 15 à 18 mois, alors que dans le pré-néolithique, c'était aux 3 à 6 ans d'écart entre deux enfants. Là, on va passer de 15 à 18 mois avec des femmes qui savent que le bébé qui naît a un risque sur deux de mourir avant 5 ans. Et donc, je pose là aussi la question de la motivation maternelle, qui ne sera pas, je n'ai pas de réponse universelle, je n'ai pas de réponse univoque, mais il est certain que ça a dû jouer. Il n'y a rien à faire quand vous êtes dans une tribu, que les enfants sont rares et que tout le monde se sent impliqué, y compris les grands-parents, hein, parce que le gène de la longévité chez les humains a très bien fonctionné. Hein. On sait que quand une grand-mère s'implique dans le maternage d'un enfant dans une tribu nomade ou semi-nomade, l'espérance de vie de l'enfant augmente. Donc le gène de la longévité a été gagnant chez les femmes et puis pour l'espèce en général. Hein, donc on a là des enfants qui vont être beaucoup plus nombreux, beaucoup plus à risque de mourir avant 5 ans, et qui vont être des gêneurs, puisque comme on les dépose, nous sommes une espèce portée, comme tous les primates évolués, et donc ce bébé-là, il ne comprend pas ce qui lui arrive, donc il va beaucoup pleurer. Et Olivier, je ne suis pas la seule à le penser, hein, quand j'ai lu Olivier Morel, La violence éducative, ces 2 livres sur la question, il en a peut-être écrit plus que 2, je ne sais pas, mais ça a vraiment confirmé ce que je pressentais depuis longtemps, c'est qu'il y a eu, même si je pense qu'il y a dû avoir des conflits par enfant avant, les humains ne sont pas des bisounours, mais de manière systématique et endémique, ça certainement, la sédentarité et la surnatalité et la surmortalité infantile n'a certainement pas dû aider. Alors, autre chose aussi qui vont être parallèle à la sédentarité, c'est que la tendance à la hiérarchie dans tous les groupes de primates évolués, qui existent déjà chez les gorilles, les chimpanzés et tous les autres. Hein. Il y a des hiérarchies sociales chez tous les primates, chez tous les humains aussi, on le voit dans les tribus, mais cette tendance à la hiérarchie va s'exacerber et va progressivement créer des civilisations. Quand je dis progressivement, c'est sur quelques millénaires, hein, mais des civilisations où la hiérarchie va devenir une véritable catastrophe humaine, en ce sens que quelques élites vont s'approprier la richesse, le pouvoir, la comptabilité, le contrôle des autres. On n'est toujours pas sorti de là, hein, mais bon, ça c'est un autre débat. Et la violence sociale va toujours dégouliner du haut vers le bas. Et donc, on va voir apparaître l'esclavage. Hein, et dans le bas de la société, on va voir de manière catastrophique les femmes, pourquoi? Parce qu'elles sont enceintes tout le temps, parce qu'elles sont donc en situation de fragilité de plus en plus souvent, avec des enfants qui meurent. Et donc, on va inventer alors, si la femme devient l'esclave de son conjoint et de tout le monde, même si un homme est esclave, il a encore plus bas que lui, il a une femme esclave. On va inventer le devoir conjugal et on va donc inventer le devoir de reproduction. Je n'ose même plus parler de maternité. Alors là, je vous fais un raccourci énorme parce qu'entre les équilibres du pré-néolithique, qui sans être tout rose n'était pas tout noir non plus, donc il y avait là un équilibre homme-femme et un équilibre dans la natalité et dans l'implication des différentes générations autour de l'enfant. Hein. Le maternage a toujours été communautaire dans notre histoire. Il y a, avec la sédentarité, l'agriculture, la surnatalité, la surmortalité infantile, les hiérarchies sociales et les violences, dans tout cela, entre des situations les plus graves qu'on a pu voir dans l'histoire, il y a toute une série d'intermédiaires où il y a eu des périodes d'équilibre. Hein, la plus proche de nous a quand même été certaines périodes du Moyen-Âge avec des périodes de paix et d'équilibre relatif entre hommes et femmes dans les ruralités, par exemple. On a tellement besoin des uns des autres que même si les hommes avaient, d'après l'Église et le pouvoir officiel, suprématie sur les femmes, il y avait toute une série de contre-pouvoirs et ça marchait très bien. Donc, alors là-dedans, dans ces hiérarchies-là, qu'est-ce qu'on va voir très rapidement? C'est que les femmes qui sont d'en haut, dans les classes dominantes, ça ne va pas du tout les intéresser, la maternité. Et donc, dès les premières grandes civilisations autour de la Mésopotamie, on va voir déjà dans le code d'Hammurabi, on voit des règles
et des lois autour des nourrices. Donc elles vont déléguer le maternage de l'enfant, ce qui va se voir dans toutes les classes sociales, dans toutes les classes dominantes au cours de l'histoire, mais ça va rester un phénomène très accessoire. C'est une petite partie de la population qui utilise des nourrices, des servantes ou des esclaves pour nourrir ses enfants, et ce n'était pas forcément des catastrophes sociales, parce que quand on lit Homère, l'Iliade et l'Odyssée, quand Ulysse revient chez lui, la première personne qui va saluer, ce n'est pas même pas sa femme. De toute façon, il y a tous les courtisans autour qui sont prêts à le tuer, donc il faut mieux être prudent. Mais il est recueilli par une bergère qui vit pas loin de la côte et qui le reconnaît parce qu'elle l'a nourri. Elle le reconnaît une tache de vin sur la plante des pieds. Si je me souviens bien, les classiques. Et donc, il tombe dans les bras l'un de l'autre. Donc, on voit qu'il pouvait y avoir, même dans ces histoires de nourrices, de très très belles histoires. D'autre part aussi, ces nourrices vivaient avec la famille de l'enfant allaité, donc il n'y avait pas forcément des séparations. Là où ça va devenir un peu plus gore, si j'ose dire, c'est avec l'avènement de ce qu'on appelle les temps modernes. Parce que cette tendance à déléguer les bébés à d'autres, déjà, le maternage communautaire est déjà une tendance normale de l'espèce humaine. Une mère ne devrait pas se retrouver seule responsable de son enfant. C'est une charge beaucoup trop lourde. Donc maintenant, il y a les pères qui s'appliquent, mais bon, ça on en reparlera tout à l'heure. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer après le Moyen-Âge, après l'époque féodale? On va avoir cette période, ce qu'on va appeler l'avènement de la bourgeoisie. Or, la bourgeoisie, qui va avoir de plus en plus d'argent, parce que le capitalisme va vraiment commencer là, va supplanter la noblesse qu'elle va à la fois admirer, haïr et vouloir imiter. Et donc, ils vont imiter aussi bien la grande bourgeoisie pour des raisons de statut social que la petite bourgeoisie des petits artisans où les femmes travaillent beaucoup, travaillent avec leurs conjoints, vont soit mettre leur bébé à l'extérieur des grandes villes dans ce qu'on appelait les ceintures de nourrice. Donc, il y a abandon d'enfants et puis on récupère l'enfant s'il a survécu après 4 ou 5 ans. Et puis, il y a les familles qui sont plus riches vont faire venir des paysannes qui, en général, sont des femmes qui accouchent sous X. En France, c'est toujours encore permis d'ailleurs, qui ont accouché de manière anonyme dans une maternité, qui ont abandonné leur enfant et qui se placent dans les bureaux de nourrices. Et là, on arrive alors au XVIIIe, XIXe siècle. Et donc, on voit que l'allaitement, alors qu'il était très, très, très normal dans la ruralité. Et je vous rappelle quand même que jusqu'à la guerre 14-18, la ruralité, c'était les 4/5 de la France. Cet allaitement va devenir un stigmate, des femmes rurales qui sont méprisées par l'ensemble de la bourgeoisie, et le non-allaitement est un signe d'ascension sociale. D'abord en lien avec avec un statut très élevé, avec la noblesse, et puis en lien avec la haute bourgeoisie. Et donc ça fait qu'on arrive là dans une vision de l'allaitement et de la maternité qui est très très particulière. Si on est une femme bien, oui, on a des enfants, oui, mais pas trop. Et puis on ne s'en occupe pas trop non plus, parce qu'on est quand même une femme libre, quoi. Et va s'ajouter à ça tout le mouvement de ce qu'on a appelé la libération des femmes, qui, vu l'époque et vu les sensibilités de l'époque, ont d'abord été anti-maternité, ce qu'il faut comprendre, parce que je connais un peu l'histoire de Simone de Beauvoir, et notamment quand elle a décrit l'histoire de sa mère et tout, on comprend que la maternité, c'était l'anéantissement total. Ce que c'était pour beaucoup de femmes, il faut quand même réaliser. Je dis toujours que le christianisme a été la première religion à offrir un choix aux femmes, un choix qui nous paraît dérisoire actuellement. C'est entre être marié à quelqu'un et se faire des enfants, et de préférence beaucoup parce qu'il va en mourir beaucoup, ou bien c'est avoir une vie intellectuelle et être moniale. Et avoir une vie spirituelle et être moniale. Bon, évidemment, ce choix-là n'intéresse plus personne. On veut tout, on veut avoir tout, évidemment, bien sûr. Quitte à ce que la spiritualité prenne des formes plus diverses que ce que les débuts du christianisme ont permis, mais c'était quand même une révolution incroyable. À la fin de l'époque romaine, c'était inimaginable comme choix. C'est pas pour rien qu'on les a massacrés, les premiers, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pourquoi est-ce que c'est devenu une pratique marginale? Mais à cause de la vision qu'on en a. C'est bon pour les rurales, c'est en lien avec la pauvreté, surtout qu'en France a été le pays record de mise en nourrice. Il y a eu énormément de nourrices en France, et il y a 25 ans, quand je donnais des formations dans tout l'ouest de la France, il y a régulièrement encore, on m'a dit « Ah, mais moi j'ai une grand-mère qui a été nourrice quelquefois, puis elle a pu se constituer une dot, et puis elle a pu se marier, avoir des enfants pour de vrai. » Il ne faut pas oublier que pour être nourrice, il fallait avoir eu un enfant.
et qu'on ne gardait pas. Donc derrière chaque enfant allaité par une nourrice, il y a 2 abandons, l'enfant de la femme pauvre et l'enfant de la nourrice, qui étaient mis à l'assistance publique, où jusqu'au tout début du XXe siècle, il y en avait 9 risques sur 10 de mourir avant 1 an. C'est les taux de mortalité maximum de dans notre espèce, de manière systématique. Et donc c'est la pauvreté, être allaitement. Et puis maintenant, dans ma famille, on a assez d'argent pour nourrir notre enfant, autrement qu'au sein. C'est vraiment lié à la pauvreté, à une sous-classe sociale, à une vision pauvre, ou alors quand on est riche maintenant, on ne met plus en nourrice, maintenant on donne le biberon. Et je le vois aussi chez certaines femmes immigrées, que ça soit d'Asie ou d'Afrique. Je ne fais pas de généralité, mais j'ai entendu des témoignages qui me disaient, elles voulaient qu'on prenne des photos d'elle donnant le biberon à son bébé pour envoyer à sa famille en Afrique, alors qu'elle allaitait. Mais elle envoyait des photos avec le bébé au biberon, parce que ça fait chic. Ça fait occidental, ça fait civilisé. Et je me souviendrai toujours d'une jeune femme médecin qui était en stagiaire pour être obstétricienne. Et quand je lui parlais d'allaitement, mais elle me regardait d'un air horrifié, mais elle dit, mais Ingrid, l'allaitement, c'est bon pour les mamas dans la brousse. Et elle en était en fait à la génération des premières femmes féministes. Et je ne sais pas ce qu'elle avait vu des mamas dans la brousse, mais ça n'avait pas l'air d'être très très joli dans ses représentations. Donc, on ne peut pas extirper l'allaitement, dire que c'est un geste naturel, c'est un geste hautement culturel et qui est imprégné de la culture où l'on vit. Et merci pour toutes ces précisions. En effet, il y a vraiment toute cette histoire qui est impressionnante à découvrir dans votre livre et qui explique la vision de cette maternité et de cet allaitement. Il y a un deuxième aspect qui m'a marqué, moi, vraiment, dans votre livre. Vous parlez de la mortalité au niveau dans les endroits où on abandonnait les enfants, en fait. Et vous parlez de la naissance de la puériculture. Ah oui, effectivement. C'est que qui s'occupait des bébés? Les rurales, les servantes, les domestiques, c'est-à-dire des gens qui n'écrivaient pas et qui ne pensaient pas ce qu'elles faisaient. Ça se faisait et on faisait comme ça par transmission d'une génération à l'autre. Et personne ne remettait en question. Il y avait là-dedans des gestes de gros bon sens et des gestes qui nous paraissent d'une cruauté invraisemblable, comme par exemple d'emmailloter les enfants très très serrés et de les suspendre à un clou. Dans la ruralité, ça s'est beaucoup fait parce que quand un enfant naissait au début de l'été, il fallait que la femme aille faire les foins et que dans une ferme, si on ne suspend pas un bébé à un clou, il y a des rats dans les fermes. Donc on ne laisse pas un bébé dans un berceau s'il n'y a personne pour le surveiller. Donc vous voyez, et puis aussi il faut qu'il se taise. Alors pour se taise, on prend un chiffon imprégné de calvados et on lui met dans la bouche. Et alors il se tait très bien. Dans les classes dominantes, on mettait de l'opium aussi sur les tétines, j'ai lu. Alors il y avait des arrêts respiratoires, voilà. Donc oui, il y a des choses assez invraisemblables. Enfin bon, tant qu'il était baptisé, ça allait, tout le monde était content. Et quand je me souviens même ma grand-mère ma grand-mère paternelle me disait toujours qu'un enfant c'est très simple, un bébé c'est très simple, il est propre, il a mis à manger, il n'a donc besoin de rien. Et s'il pleure, s'il a de manger, c'est qu'il est un caprice. On vérifie s'il n'y a pas la fameuse épingle de nourrice et s'il ne faut pas changer sa couche. Et bon, sinon il pleure, quoi. Voilà. Et tout le monde faisait comme ça. Et donc ces femmes-là n'ont pas réfléchi, n'ont pas pensé, n'ont pas écrit. Et alors qu'il y avait pourtant, je pense, des choses, notamment dans le bercement. Quand on voit les très vieux berceaux, ils ont de quoi les bercer. Il y a de moyens de bercer. Je crois que si un bébé est peu pris dans les bras, s'il est emmailloté, il est quand même mieux contenu que s'il est tout seul dans un berceau sans contenant. Donc voilà. Donc qui a commencé à théoriser les soins au bébé? Mais c'est d'abord réaliser qu'en Europe de l'Ouest et particulièrement en France, il y a eu énormément d'abandon d'enfants entre le XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, et pas seulement dans les classes pauvres, dans certaines classes bourgeoises aussi, surtout à partir de la loi sur l'héritage. Quand on a interdit que ce soit l'aîné qui hérite de tout, il a fallu partager l'héritage entre tous les enfants. Donc là, on a commencé à abandonner des cadets ou à pousser un peu pour que la cadette rentre au couvent ou dans la prêtrise. Là. Vous voyez le genre de que ça pouvait donner. Et donc, on a, dans tous ces abandons d'enfants, juste pour vous donner une idée, il y a eu des ordres religieux qui ont été fondés pour pouvoir faire face à ces abandons, parce qu'on les abandonnait un peu n'importe où. Et par exemple, Saint Vincent de Paul est un des plus célèbres, et on a tenu des registres. Donc on arrivait pour le seul institut Saint-Vincent de Paul de Paris des enfants trouvés, on arrivait vraiment dans les heures de gloire, là, 18e, autour de 2500 enfants par an.
de bébés qui arrivaient, dont les 9/10 décédaient avant 1 an. Hein, mais il faut réaliser qu'ils étaient à plusieurs par berceau, qu'on donnait du lait de vache non pasteurisé, coupé avec l'eau de la ville, non. Non, sans aucun contrôle sanitaire, dans des biberons à goulot étroits, impossibles à nettoyer, et avec des tétines qui ressemblaient à des chiffons, des bouts de cuir et des choses comme ça. Et bien souvent aussi, les enfants mangeaient seuls, ils n'étaient pas pris dans les bras. D'accord, donc vous imaginez le niveau d'immunité, ces enfants-là mouraient, comme on dit, comme des mouches. Il y a des médecins qui se sont impliqués, il y a des personnels soignants qui ont commencé à réfléchir à comment faire survivre des enfants sans mère et sans allaitement à grande échelle. Et là, il y a un tournant quand même qui s'est passé autour de Pasteur. Je dis autour parce qu'il n'est pas le seul, hein. Il y en avait d'autres qui avaient commencé déjà à se douter que l'hygiène avait une importance capitale autour des enfants et des femmes en couche aussi d'ailleurs. Et on a commencé vraiment début du XXe siècle à avoir une bien meilleure survie des enfants quand on les a lavés, quand on a nettoyé les linges, quand on a stérilisé, enfin quand on a nettoyé, on a augmenté l'hygiène hospitalière, enfin l'hygiène de ces hospices d'enfants, qu'on a stérilisé les biberons parce qu'on avait les autoclaves, parce qu'on avait les caoutchoucs, l'importation de caoutchouc permettait d'avoir des tétines qui se stérilisaient, on a bouilli l'eau, on a pasteurisé le lait et donc on est passé là, grosso modo, de 90% de mortalité avant 1 an à 25%, ce qui est un succès médical absolument phénoménal. Mais le problème, c'est que comme la périculture et la pédiatrie sont nées là, dans ces circonstances-là, il y a un peu une tendance à dire avant nous, avant la médecine, les enfants mouraient comme des mouches. Or, si on avait eu au pré-néolithique une mortalité aussi grave que celle qu'on avait eue dans ces orphelinats-là, l'espèce se serait éteinte. Et oui, il y avait une mortalité infantile avant 5 ans, mais pas au point de ce qu'on a vu dans ces orphelinats-là, dans ces collectivités. Et donc, bref, le progrès, c'est devenu de récurer les bébés tous les jours, de stériliser tout leur matériel, de faire des super biberons. Et alors, ça a été, au début du XXe, la grande ère des nurses diplômées. Et là, le soin au bébé est devenu à accéder à un certain statut, si vous voulez, à un uniforme. Et ça a quand même amélioré le statut des enfants, notamment dans la bourgeoisie, parce que plutôt que de les mettre en nourrice et de les envoyer promener au loin, on a plutôt fait venir une femme sans enfant, diplômée de l'école de périculture de machin truc, il y en a eu un peu partout, et qui alors savait donner les biberons à heure fixe, vous réglez les gamins correctement, et les faisait pousser et exhibait fièrement sur la photo du baptême. Voilà. Hein, donc on a... Mais je vous dis, ça a mis le fin au commerce des nourrices, donc il faut toujours relativiser. Hein, je veux dire, ça a été une amélioration quand même, parce que le rapprochement des enfants de la case bourgeoise a permis à ses parents de les observer. Alors, je ne dis pas que tous les parents plaçaient leurs enfants. Hein. Je donne des grandes lignes ici, mais il faudrait mettre des nuances et de la subtilité dans tout ce que je dis, parce que je ne veux pas avoir l'air de décrire un tableau très noir et qui condamnerait des générations de parents comme ça, parce que tout cela s'est fait de manière plus ou moins forte, avec plus ou moins de nuances, et même dans ces collectivités d'enfants-là, il y a par exemple certains enfants qui étaient particulièrement entreprenants, et que la religieuse, elle s'entichait d'un enfant, et que celui-là avait un meilleur taux de survie, évidemment, parce que ces femmes-là, c'était leur seule source d'ocytocine, hein, c'était de pouvoir cajoler un bébé, et les petits chouchous, ils avaient un meilleur taux de survie, évidemment. Et ceux-là avaient peut-être une chance de continuer leur vie, quoi. Hein, donc voilà, donc la périculture, et nous traînons encore ce boulet-là maintenant, qui a été théorisé dans ces collectivités d'enfants-là, est une périculture qui est très rigide, qui vise pas le développement de l'enfant, mais qui vise la survie d'enfants sans mère et sans allaitement. Alors, actuellement, toutes les structures d'accueil des bébés travaillent énormément pour amener d'autres façons de faire. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu vent du rapport Jeanne Pinault, qui a été mis il y a 2 ou 3 ans en France, d'une personne qui a une psychologue, psychanalyste, si je me souviens bien, qui a travaillé beaucoup au niveau du ministère pour faire des recommandations sur l'amélioration de l'accueil de l'enfant, de l'intégration des parents, du développement de l'enfant dans toutes les sphères, musicales, culturelles, motrices, enfin bon, il y a toute une réflexion, une effervescence. Mais ils sont vraiment méritoires parce qu'ils partent de loin. Hein, et mes collègues qui sont, comme on dit, péricultrices en France, savent bien qu'elles se tirent un boulet.
aux pieds, notamment celles qui travaillent en PMI, en France, notamment dans les milieux un peu plus reculés, avoir la voiture de la PMI devant chez quelqu'un, c'est souvent suspect, par exemple. C'est la surveillance, c'est le flicage, ou bien voir si vous faites bien. Alors qu'elles sont pas là pour ça du tout. Elles ont des formations sur l'attachement, elles sont là pour seconder les parents, pour les soutenir dans leur parentalité, mais il y a rien à faire. La PMI a été créée à ce moment-là aussi. Et d'ailleurs, le mot est protection maternelle et infantile, c'est lourdingue, quoi, hein. C'est lourdingue à porter. Mais bon, voilà, on est là. Je crois que quand on connaît notre histoire, on peut plus facilement s'en libérer. En tout cas, voir où elle est et ce qu'elle nous fait. Et oui, et je vous rejoins complètement sur cette vision-là. C'est quand même assez fou de se dire que la puériculture, qui est, on va dire, la science qui nous permet d'élever nos enfants dans les meilleures conditions, est quand même née dans un environnement sans parents, quoi. Et ça, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Et l'autre sujet qui m'interpelle beaucoup et qui est un peu en lien avec le rôle de la PMI que vous décrivez, c'est vraiment cette nécessité au développement de notre espèce d'être ensemble quand on veut élever un enfant. Parce que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de pressions qui sont portées sur les parents, notamment et surtout sur la mère. Dans votre livre, vous abordez ce sujet qui est très sensible, qui est l'attention qu'on va porter à la mère par rapport à celle de l'enfant. Aujourd'hui, avec toute votre expérience, dans la majorité des cas, comment l'arrivée de l'enfant et son allaitement est vécu par la mère? Moi, j'ai vu parler j'ai vu sur les réseaux des mots comme sacrifice, oubli de soi, et à contrario, prise de conscience de sa force féminine qui assure la survie notamment de son enfant. Oui. Vous m'avez posé la question en disant vécu par la mère. Or, il y a des millions de mères. Et l'échantillon de réponses que vous venez de donner, on pourrait trouver quelques millions de mots, parce que je crois que chaque femme a plusieurs mots, et qu'entre le don de soi et même parfois la sensation de sacrifice de soi, peut se vivre avec une sensation aussi à d'autres moments de réalisation de soi. Parce qu'il y a des journées où tout se passe. Bon, déjà, on perd le contrôle de tout, hein. Ça, quand on a un enfant qui est petit, le premier trimestre, oubliez ça, c'est le fameux 4e trimestre, et même les quelques mois et les quelques années qui suivent, on surfe avec la vague, mais on n'a pas le contrôle, quoi. Moi, j'avais mis sur mon frigo reste calme, rien n'est sous contrôle. Mais je trouvais qu'en anglais, ça marquait encore bien. Nothing is to control, quelque chose comme ça, là. C'est keep calm, rien n'est sous contrôle. Et c'est vraiment ça. Donc, comment est-ce qu'on va surfer avec cette vague? Eh bien, avec des moments où on se dit, oh, chouette, qu'est-ce que je réalise, qu'est-ce qui grandit, l'enfant court vers nous, l'enfant vient accueillir toutes les tulipes du jardin, les offre avec un sourire tellement merveilleux qu'on oublie de râler sur les tulipes qui ont été massacrées. Et puis à d'autres moments, on se dit mais qu'est-ce que je deviens là-dedans? Je voulais terminer tel article, j'avais promis à telle copine que j'allais la rappeler avant 4 heures, c'est absolument impossible. Je n'ai pas réussi. Je ne parle pas du 4e trimestre, là, mais un peu plus loin, j'arrive plus à aller nager, je fais plus de sport pour moi. Bon, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. On peut passer de l'un à l'autre et parfois dans la même heure. Donc je n'ai pas de réponse à ça parce que ça peut être. Et il y a quelque chose qui est fragilisant en tout cas, et surtout dans les premières semaines et les premiers mois. Et je veux dire qu'en France, il y a un facteur en plus. La première chose, c'est l'isolement. L'isolement dans les premières semaines, on revient de la maternité, on se retrouve tout seul chez soi. En France, le conjoint reprend le travail à l'extérieur parce qu'il n'a pas arrêté de boulonner depuis le retour de la maternité, lui non plus, après 10 jours, si je me souviens bien. Et là, la femme, il y a des femmes qui disent, je tombe dans le vide, quoi. Beaucoup de jeunes femmes actuellement ont construit leur vie sociale en grande partie sur la vie professionnelle, et là, elles passent dans une zone d'invisibilité sociale, et quand on prend de ses nouvelles, on prend des nouvelles du bébé. Hein, donc, ou alors on parle que bébé, on dirait qu'on n'existe plus qu'en fonction du bébé. Mais d'un autre côté, nous fonctionnons comme ça aussi, donc c'est particulier. Et puis alors en France aussi, le 4e trimestre n'est pas terminé en général quand elles reprennent le travail rémunéré. Hein, donc il y a à la fois ce moment qui est très court et très isolé, où la reprise du travail peut être à la fois un ouf, je vais de nouveau parler à un adulte pendant la journée, mais en même temps, le corps n'est pas prêt, la relation n'est pas prête, et ça crée un stress. Enfin, je me souviens, je sais, quand je travaille en formation en France, les mamans me disent, et celles dans les professionnels que je forme qui ont été mamans me disaient, mais j'avais peur de me laisser aller dans ce maternage parce que je savais que
Dans quelques semaines, j'allais commencer le sevrage parce qu'il y en a beaucoup qui croient qu'elles doivent arrêter d'allaiter pour reprendre le boulot. Et pour certains boulots, on ne peut pas faire autrement. Hein. Je veux dire, comme ça. Enfin bon, je ne vais pas donner d'exemple parce que c'est différent pour chacun, mais je veux dire, c'est vraiment un tiraillement, quoi. Il y a à la fois ce trop peu de monde et puis cette reprise trop rapide, cette envie d'avoir une vie sociale, mais qu'on peut n'avoir que par la vie professionnelle, mais la vie professionnelle, elle arrive trop tôt. Et ça, je veux dire, ces défis-là, c'est la quadrature du cercle. Et ce n'est pas la norme dans notre espèce de vivre ça. Parce que le dilemme entre vie sociale et vie maternelle, au temps pré-néolithique, ça n'existait pas. On vivait ensemble. Alors, je ne dis pas qu'il faut vivre en tribu, hein, mais il faudrait essayer de trouver des équivalents. Nous avons perdu beaucoup de compétences sociales avec la sédentarité. Ça, Olivier Morel l'explique très très bien. Nos très lointains ancêtres devaient savoir travailler en coopération, en collaboration, savoir gérer des conflits, parce que vivre à 25 à 45 personnes, c'était comme ça ou c'était pas. Il n'y avait pas moyen autrement. Et donc, un enfant qui est accueilli, qui est allaité, qui est porté, ben, il développe son néocortex. Oui, il y a des stress qui arrivent, mais ça reste des stress tolérables qui sont amortis par le groupe autour. Et donc, je veux dire, pour une femme, avoir ce dilemme entre son implication dans la communauté et son implication avec l'enfant, c'est un dilemme très récent, qui n'a que quelques millénaires. Moi, quand je dis récent, c'est quelques millénaires, moi, hein, parce que les Homo sapiens ont 300 000 ans et les espèces humaines ont 2,8 millions d'années et les préhumains remontent à 7 millions d'années. Donc tout ça, ce sont des gens nomades qui maternent, qui portent leur bébé, qui allaitent pendant longtemps. Donc je veux dire, la norme de notre espèce, c'est la proximité, c'est la femme qui est intégrée. Et alors, il y a un autre dilemme aussi des femmes, c'est leur utilité et leur place dans la société. Pour s'occuper de leur bébé à temps plein, et c'est parfois à temps trop plein d'ailleurs, parce qu'elles ne parlent pas à un adulte de la journée, ce qui est toxique. Ce n'est pas normal de ne pas pouvoir parler à un adulte pendant la journée. Elles doivent faire un choix entre leur bébé et leur vie professionnelle. Et ça, c'est un dilemme qui n'est pas tenable non plus. Donc c'est compliqué. En tout cas, je comprends bien que c'est compliqué. Forcément, aujourd'hui, c'est très très difficile d'être dans cette situation-là. En France, on parle en effet d'un congé paternité qui est très très court. C'est pas le cas dans les pays nordiques, et c'est le souhait d'un nombre de pères grandissant en France aujourd'hui de pouvoir aller au bout de ce congé paternité. Et concernant l'allaitement, ma réflexion, en tout cas personnelle, c'est qu'il faudrait qu'on puisse avoir un congé maternité qui aille au moins à la recommandation de l'OMS sur l'allaitement exclusif, c'est-à-dire que la mère ne puisse pas être dans les 6 mois concentrée sur cette tâche-là qui est essentielle, c'est compliqué. Et bien sûr qu'au moins son compagnon ou sa compagne ou autre, selon le style de vie, puisse l'accompagner, ça semble être le minimum. Parce que quand vous parlez justement du besoin communautaire, c'est vrai que moi je me rappelle très bien personnellement les moments où je m'occupe de l'enfant, sans même quitter le domicile, mais les moments où je m'occupais de l'enfant pendant que ma compagne pouvait discuter avec nos amis, la famille, d'autres choses en effet que du bébé. Et c'était des moments qui avaient l'air très libérateurs. Oui. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est essentiel, c'est la bouffée d'oxygène. Surtout qu'au départ, bon, ça reste quand même assez symbiotique au départ, la relation mère-bébé, mais très vite, dès que ça se sécurise, un bébé qui est sécurisé sur le plan de l'attachement, ben, il va passer dans ses comportements d'exploration. Il va vouloir explorer le monde à l'extérieur de lui, c'est-à-dire sortir de la bulle maman-bébé. Il va aller vers papa, il va aller vers grande sœur, les parrains, marraines, et ainsi de suite. Donc, je veux dire, les bébés humains sont de base curieux, sociaux. Nous avons un cerveau social énorme et qui est fait pour ça. Et donc, il va créer alors des figures d'attachement dites secondaires, mais qui sont essentielles à son développement et à l'oxygène de la maman. Le maternage humain est un maternage communautaire, oui. Alors qu'on a retrouvé de manière diverse, hein, puisque moi, encore avec 30 ans de recul, je bénis toujours la gardienne des enfants, qui est devenue vraiment une figure d'attachement pour eux et une personne importante dans leur vie, et les grands-parents, et puis les marraines aussi. Donc, je veux dire que c'était très, très important, et bien organisé, ce réseau-là autour de moi m'a permis de retrouver cet oxygène-là, cette vie sociale,
Bon, la vie professionnelle aussi, de toute façon, mais je veux dire, en dehors de la vie professionnelle, il y a une vie sociale aussi, quoi. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, vous l'écrivez très bien dans votre livre. Il y a une phrase que j'ai notée qui m'a interpellé, qui est que l'allaitement est à la fois idéalisé, mais représente pour un certain nombre de femmes un idéal inatteignable. C'est quand même, cette phrase, je la trouve très puissante et c'est quand même dingue ce qui doit se passer pour le coup dans la tête d'une mère qui allait et qui veut avoir cet allaitement-là, quoi. Oui, alors il y a plein de bricolages possibles avec les congés, avec des heures supplémentaires. Enfin, tout le monde, chacune fait le mieux possible pour y arriver. Pour arriver à avoir un petit peu plus de temps avec son bébé, pour se poser dans cette maternité et pour sentir quand est-ce qu'elle est prête aussi à aller à une autre étape, hein, pour sortir du cocon elle-même. Mais même quand elle est dans le cocon, elle a besoin de soins. Et puis elle aussi a besoin de soins, d'entourage. Voilà. Et justement, on parlait du besoin de s'en occuper à plusieurs. Ça tombe bien parce que si on enlève le côté congé paternité, il y a aussi un père qui est là. Et dans quelle mesure, quelle est la place du père, selon vous, dans l'allaitement? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de formules possibles. Déjà, la première chose, l'allaitement. La place du père dans l'allaitement, si on a une vision d'allaitement qui est l'allaitement nutritionnel, le bébé estomac, et on alimente le bébé estomac, il n'y a pas de place pour le père. Si on voit le bébé autrement, comme un être de relation, qui cherche d'abord la continuité sensorielle transnatale, c'est-à-dire des repères sensoriels qui lui permettent de faire le lien entre la vie intra-utérine et la vie extra-utérine. Donc, par exemple, le mouvement, le bercement, la voix, les odeurs, la voix de maman, mais la voix de papa aussi. Si papa a pris le temps de lui parler, de lui parler au-dessus du ventre, par exemple, c'est la voix de papa, il va reconnaître. Hein. Si le couple s'entend bien et que la voix du père et le toucher du père est associé chez la mère à une détente musculaire, l'enfant, le fœtus va associer des sensations entre elles. Et moi, j'ai vu des bébés naissants ouvrir grand les yeux en reconnaissant la voix de leur papa qui leur parlait. C'était une évidence. Hein. Donc, on part du bébé relationnel, sensoriel, qui a des besoins de continuité sensorielle transnatale, qui va créer son camp de base de sécurité. Dans cette continuité-là, il va découvrir la tétée et l'allaitement. D'accord? Pourquoi? Parce que sur le plan sensoriel, le sein maternel et le corps maternel est un super parc d'attractions pour bébé. Et donc, il va faire l'expérience de l'allaitement et ça va amener une série de satisfactions. Mais ce bébé-là peut aussi trouver des repères sensoriels et des réassurances et des découvertes à travers la niche sensorielle du papa. J'aime bien cette expression-là, c'est de Boris Cyrulnik. Cette niche sensorielle qui est différente de la mère, mais qui est bienveillante également. Et donc, ça va l'amener en dehors de sa zone de sécurité, ça va l'amener dans l'inhabituel. Je crois que s'il est sécurisé par sa première plateforme, si je peux dire, eh bien, il va être prêt à explorer et aller vers papa. Et j'ai écrit un article qui est sur mon site qui s'appelle Papa donne pas le sein, tant mieux. Hein. Dire que l'allaitement prive le bébé de son père, c'est vraiment prendre le bébé pour un estomac sur pattes. Si on réalise que le bébé est d'abord un être relationnel et sensoriel avec des rythmes neurologiques qui vont évoluer très vite dans les 2 premières années, c'est évident que le père nourrit le développement de son enfant, aussi bien sur le plan social, sur le plan sensoriel, sur le plan des expériences motrices. Moi, ce que je vois aussi, c'est que les papas vont verbaliser beaucoup les progrès moteurs du bébé, par exemple. Ils vont en parler devant les autres. Et alors, l'enfant entend ça, il sait qu'on parle de lui. Et il entend la voix du père qui parle de lui, mais avec une intonation de fierté. Et ça aussi, ça l'enracine dans le monde, quoi. Alors, ce n'est pas la place du père dans l'allaitement, c'est la place du père auprès de son enfant. Voilà. Et l'allaitement est une partie. Et c'est très bien dit, en effet, la vie de l'enfant ne se résume pas à l'allaitement, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est ça qui est chouette. Il y a quand même pas mal d'idées reçues sur l'allaitement. Moi, je peux vous citer quelques phrases auxquelles j'ai eu droit en tant que père d'un enfant allaité. Alors, je vous demande pas forcément toutes les commenter, mais juste qu'on essaye de faire un point sur un petit peu cette vision qui peut être très très agressive par moment vis-à-vis de l'allaitement. Donc, des phrases comme le lait, soit t'en as pas.
le fait de dire que le lait industriel est meilleur pour l'enfant, il n'y a que des bonnes choses dedans. L'exclamation aussi de ta femme allait encore à 12 mois. Mais attends, c'est possible d'avoir encore du lait à ce moment-là. Allaiter, c'est devenir l'esclave de son enfant, encore plus la nuit. Et allaiter, c'est exclure le père de la relation de l'enfant. Mais là, on vient d'y répondre, donc voilà. Il y a vraiment cette vision qui est très, très noire. Oui, et d'une méconnaissance incroyable. Hein. Il y a eu quand même une rupture de transmission pendant plusieurs années, hein. Plusieurs générations, je dirais même, surtout en France. Hein. On a eu quand même, 2-3 générations sans allaitement, surtout dans les villes. Dans les villes, l'allaitement a été arrêté. Et je veux dire aussi que les femmes ont massivement accouché à l'hôpital dans l'après-guerre. Mais n'oubliez pas que la périculture qui avait cours dans les hôpitaux, c'était la périculture pour enfants abandonnés, parce qu'avant que tout le monde arrive à l'hôpital pour accoucher, avant, qu'est-ce qui accouchait à l'hôpital, dans les milieux publics, c'était les femmes qui ne gardaient pas leurs enfants, ou qui mouraient rapidement en couche. Bon, les progrès de l'asepsie ont permis aux femmes de survivre à la naissance, alors qu'elles survivaient très bien en milieu rural, hein, parce que là, elles étaient dans leurs propres microbes. Il faut quand même réaliser que accoucher dans un milieu public avec des étudiants en médecine qui ne se lavaient pas les mains, c'était quand même très, très, très risqué. Hein, et donc l'asepsie a vraiment permis de sauver. Mais donc, progressivement, on a présenté l'hôpital comme le lieu du progrès, comme le lieu de l'anesthésie possible au moment de l'accouchement. Or, les femmes vivaient dans des corps qui ne leur appartenaient pas, donc forcément l'accouchement était souvent un traumatisme effroyable, dont le discours et le récit se transmettaient lui très bien de génération en génération. D'ailleurs, on ne disait même pas les contractions, on disait les douleurs, hein, les douleurs de l'accouchement. Enfin, il paraît que c'est méritoire. Enfin, bon, vous voyez toutes ce dolorisme est vraiment épouvantable. Mais bref, donc elles sont arrivées dans les années 45, 46, 47, enfin dans l'après-guerre, les femmes sont arrivées dans les hôpitaux. Et là, qu'est-ce qu'on leur a fait découvrir? La périculture moderne, mais qui était une périculture de collectivité. Mais on leur a mis ça, elles ont acheté ça, tous ces gadgets-là, sous la rubrique progrès. Progrès de l'obstétrique, anesthésie possible, antibiothérapie possible, vous n'allez plus souffrir, on va vous forcer à accoucher, on va vous anesthésier à la reine, à la fin, vous allez rien sentir, vous allez être inconsciente. Mais bon, il y en a qui trouvaient ça mieux qu'un accouchement où elles hurlaient pendant des heures. Et il faut voir d'où on part. Hein. Et donc, bref, elles sont là, alors elles arrivent dans ces hôpitaux où là, vous avez des nurses diplômées qui vont s'occuper de leur bébé pour qu'elles puissent se reposer. Eh bien, elles vont acheter ce qu'on va leur donner. Et j'ai consulté les manuels de périculture qui étaient remis dans les familles dans les années, fin des années 40. C'est vraiment ça. On a instruit des femmes à ne pas bercer leur enfant, à ne pas répondre trop vite. Si elles allaitaient, qu'elles insistaient pour allaiter, ma foi, c'était bien, mais c'était 4 heures, 5 minutes de chaque côté, et puis on supplémente, parce que le colostrum est considéré comme rien. Avant la montée de lait, il n'y a pas de lait. Oui, et donc il y a eu comme ça 2 ou 3 générations de femmes qui soit n'ont pas allaité, et soit, et ça c'est vraiment très grave, qui auraient voulu allaiter et qu'on a persuadé qu'elles n'avaient pas de lait. Et quand je vois ce que moi j'ai appris dans les années 80, hein, j'étais à l'école de sage-femme, j'ai terminé en 81, ce que j'ai appris à l'école, c'était exactement ce qu'il faut faire pour arrêter une lactation en quelques semaines. Non, mais c'est fantastique. Donc, je veux dire, dans moi-même, ce que j'ai dit en début de ma profession, j'ai probablement dû causer des arrêts d'allaitement précoce avec des femmes qui ont dit « Ah ben, dans la famille, on n'a pas de lait, ma mère m'avait prévenu, j'ai essayé, tu sais, j'ai une montée de lait, pas possible, mais il n'y a rien qui sortait, et puis en quelques jours, ça s'est arrêté. » Et donc, on a maintenant dans les récits familiaux beaucoup de femmes qui disent, pour protéger leur fille, parfois avec les meilleures intentions du monde, « Tu sais, dans la famille, on n'a pas de lait. » Tu sais, du lait, tu en as ou tu en as pas. Hein. Il y a des femmes qui ont de la chance et qui en ont, mais je te préviens d'avance, il y en a qui n'en ont pas. Si c'était le cas, les sapiens ne seraient pas survécus. Parce qu'il faut quand même dire que 5000 ans, c'est pas grand-chose par rapport à des millions d'années. Mais alors, 300 ans d'ère industrielle, c'est rien du tout. Hein. D'accord. Donc, quand on me dit que nous, on avait un pédiatre qui nous donnait cours de nutrition, qui disait qu'il nous donnait cours, il ne parlait que du biberon. La pédiatrie était sponsorisée par Nestlé à l'époque, hein, toutes les couveuses et tout ça. Mais enfin, bon, bref. Alors, il nous disait que la fonction lactante allait diminuer, allait s'atténuer chez les femmes civilisées.
qu'il n'y allait plus avoir que les femmes immigrées qui allaient allaiter, donc profitez-en quand vous êtes en stage pour les observer. Alors je ne vous dis pas le racisme latent qu'il y avait là derrière, parce qu'il parlait de ça avec un mépris pas possible, paix à son âme, et il disait que les femmes civilisées, donc les blanches, allaient bientôt, d'ailleurs c'était déjà en cours, qui disaient totalement, ça allait être une évolution normale, la fonction latente allait disparaître. D'ailleurs, il suffit d'une génération de femmes bien informées pour que ça revienne. C'est bien la preuve que ce qui est le petit vernis de fausse civilisation est très mince par rapport à la force de notre espèce. Ça, en tout cas, ça laisse un bel espoir devant nous pour cet allaitement que moi je défends. Alors, vous avez évoqué en effet le sujet aussi qui est important, dont j'ai parlé aussi dans la partie 1 de sujet sur l'allaitement, parce que j'ai évoqué l'industrie du lait infantile. Juste pour rappeler un chiffre que j'ai cité, qui est passé de 2 milliards au niveau mondial de chiffre d'affaires en 1987 à 40 milliards en 2017, multiplié par 20 son chiffre d'affaires. Ah oui. Il y a un enjeu qui est économique, il y a un enjeu qui est capitaliste et il y a un enjeu qui est aussi, pour le coup, patriarcal, parce que je pense que les deux sont vraiment liés. Et ma question, pour le coup, c'est, selon vous, dans quelle mesure le système patriarcal défini comme celui des dominants sur les dominés, celui qui est hiérarchisé, a joué un rôle dans la chute de la pratique de l'allaitement? Ouh là là. Mais c'est tout ce que je vous ai expliqué dans la première partie, c'est la domestication des femmes. À partir du moment où la maternité, bon, d'abord la conjugalité devient un devoir. Et puis où la maternité devient une obligation. Et une obligation qui est liée à un sous-statut et à un mépris des autres. Et que l'allaitement devient lié aussi à un sous-statut, soit parce qu'on est rural et qu'on est du rien, soit parce qu'on est ouvrière et qu'on n'a pas d'argent, soit parce qu'on est nourrice, qu'on abandonne des enfants, qu'on se place quelquefois pour se constituer une dot. Voilà, c'est tout cet ensemble-là. Cette question avait pour but d'englober toute cette première partie qui était tellement riche. J'ai adoré. J'ai une petite dernière question. Votre livre est passionnant. Dans l'intermède, vous parlez de communication. Alors, de communication au niveau des professionnels de l'accompagnement de la périnatalité, mais aussi de communication entre parents en évoquant un besoin d'empathie avec la situation de l'autre. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et du ressenti que j'ai, de ce que je peux observer, du ressenti des gens que je peux connaître, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire que nous faisons, parce qu'on est plutôt dans un mode, notamment sur l'allaitement versus le biberon, on sort les griffes dès que l'autre ne fait pas comme nous. Oui. On sort les griffes qu'un allaitement d'1 mois versus un allaitement de 3 ans, ou un allaitement mixte, ou un allaitement... Enfin bref, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'allaitement, comme la naissance, enfin comme tout ce qui touche à la naissance, le nombre d'enfants, l'écart entre les enfants, l'âge du premier enfant, avec qui on fait ses enfants, avec qui on fait pas ses enfants, le nombre d'enfants, le type de contraception, le lieu d'accouchement. Par exemple, si vous voulez gâcher une soirée familiale quand il y a un médecin un peu fermé, vous lancez un débat sur l'accouchement à domicile, ça marche à tous les coups, surtout en France. Enfin, il faut... Bref, pas toujours, mais bref. Non, je veux dire, tout ce qui a trait à la naissance vient chercher nos valeurs fondamentales. Vous voyez? Et comment est-ce qu'on commence, enfin le type de maternage, proximal ou pas trop, vient chercher non seulement nos valeurs fondamentales, mais aussi nos mémoires pas toujours conscientes, ce qu'on a jamais même reçu, comme femme, mais aussi comme homme. Et donc, entre tout ça, on va devoir créer des compromis parfois amener certaines choses à jour, c'est l'enfant intérieur dont vous me parliez tout à l'heure, amener certaines choses à jour, parfois guérir certaines choses pour soi et aller plus loin en ça, mais parfois c'est trop. Alors parfois on est mieux dans des compromis. Alors du coup, dès qu'on est remis en question par ne fût-ce que l'exemple de quelqu'un qui fait autrement, ça vient nous insulter, ça vient nous insister au niveau conscient dans nos choix, mais aussi parfois au niveau de nos blessures. Et alors ça pète, ça explose. Et ça prend toute une maturité et d'avoir suffisamment pris soin de soi pour pouvoir donner à l'autre la place de son expérience. Et c'est à ça que je convie les professionnels dans les formations que j'anime en communication, c'est que, en fin de formation, je les fais réagir sur des situations où je sais qu'ils vont choquer leurs valeurs.
Hein, bon, et donc on travaille là-dessus, dit les parents, maintenant, ça vous fait quoi? Ça me fait ça, ok, ça vous fait quoi pour ça? Ils ne sont pas obligés de répondre. Et puis maintenant, si vous êtes centré sur le parent, comment pouvez-vous réagir à telle situation? Pour soutenir la parentalité de ce parent-là qui a fait cette chose qui vous paraît tout à fait aberrante, comme par exemple donner un biberon avec un bras articulé. Ça, c'est un de mes... je ne vais pas donner les autres parce que je ne veux pas... sinon, ça fait moins d'effet. Mais... comment est-ce qu'on arrive à rejoindre le parent qui fait cela pour arriver à rentrer en communication avec lui et dans l'empathie. Alors, c'est un système qui a des limites, parce que si on voit de la maltraitance infantile, c'est sûr que là, nous avons aussi une mission de travailler avec ces parents-là pour ne pas continuer certains gestes. Ça, c'est évident. Mais il y a toute cette zone de flou entre c'est tout blanc, c'est comme moi j'aurais fait, c'est merveilleux, ce bébé, il est bien, et oh là, ça va mal, on va faire un signalement. Il y a la zone entre deux où nous sommes dans le flou, et ça, ces zones-là viennent nous chercher très fort. Hein, et de professionnels à parents, oui, il faut être très attentif à ça, et de parents aussi, mais ce n'est pas évident parce que nous sommes en plein dedans. Quand nous le vivons, nous sommes en plein dedans. Et vos derniers propos me rappellent encore une fois des termes que vous utilisez dans votre livre, où vous expliquez qu'entre le seulement tout rose, tout est merveilleux, et le noir désastre, la grosse dépression que peut être la parentalité, il y a quand même toute une palette de nuances, et qu'en effet l'empathie peut permettre d'aller chercher cette palette et de communiquer entre nous avec de la compréhension. Moi, de mon côté, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il ne faut pas se tromper de con, qu'il vaut mieux chercher à comprendre au lieu de convaincre. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un de mes slogans, c'est toujours rejoindre plutôt que convaincre. Ben voilà, ça se rejoint. Nous allons arriver au terme de cette entrevue. J'encourage tout le monde, très sincèrement, j'encourage tout le monde à lire votre livre sur les 4e trimestres de la grossesse, que femmes comme hommes ou autres, parents en devenir ou même grands-parents, ou même des gens juste qui se posent des questions, parce qu'il est vraiment très riche, il fait du bien, c'est un livre qui fait du bien, beaucoup de bien, en tout cas quand on le lit. Quel dernier conseil vous pourriez avoir pour ces parents en devenir, ces parents qui se posent des questions? Voilà, un conseil qui vous viendrait comme ça, spontanément, pour essayer peut-être de leur donner une voix ou un conseil sur ce qui va leur arriver. Ouh là là, là vous me surestimez beaucoup. Ouh là là, en plus les conseils, c'est pas mon truc. Allez, je vais faire un gros effort. Ne restez pas seul, osez demander. Ce n'est pas normal d'être tout seul avec un bébé. Et qu'une mère, un père qui viennent d'accoucher, ils ont besoin d'enveloppes autour d'eux, d'enveloppes bienveillantes. Pour le moment, si on laisse tout faire, ça va se traduire sous forme de fête, mais de fête un peu rapide avec plein de monde qui vient à la maternité. Bon, en période de confinement, on a un peu plus la peine, hein, mais ça fait souvent un grand élan avec beaucoup de cadeaux dont on n'a pas forcément besoin. Je dirais, construisez votre tribu postnatale, mais organisez-la avant. La tribu postnatale, c'est savoir que peut-être que belle-maman ou maman n'a pas allaité ses enfants, mais elle est peut-être très bonne en cuisine, et que lui demander des cadeaux de naissance sous forme de repas congelés ou de tartes à ceci et cela, ça va lui faire très plaisir de s'impliquer. D'ailleurs, sur mon site, on peut télécharger les bons cadeaux de naissance, qui sont tous des idées de cadeaux de naissance sous forme de service. Je crois qu'il est temps de sortir du mode consommation. On peut très bien demander des choses. Et ces carnets de chèques cadeaux de naissance sont en voie d'être traduits. Il y en a déjà, la version anglaise est déjà prévue, mais l'allemande, la néerlandaise, c'est espagnol est en train d'arriver. Bon voilà, ça va bientôt être disponible dans plusieurs langues. Et ça peut être un outil de communication avec sa famille, pour une des façons de construire cette tribu postnatale. Voilà. Merci beaucoup Ingrid Baillot, c'était un moment très enrichissant. Enfin, il me tarde de lire votre prochain livre, et je vous remercie beaucoup pour cette interview. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.